Vous connaissez probablement Onassis et John F. Kennedy, mais saviez-vous qu'ils ont partagé une femme? Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir le parcours de la mythique Jackie Kennedy, puis de Jackie Onassis. Nous parlerons de la controverse de l'histoire et finalement des rumeurs que personne ne vous a racontées sur les relations de ces milliardaires. Enfin, nous évoquerons les complications familiales. Saviez-vous que leur mariage s'est déroulé sur une île privée? C'est parti! Tout a commencé dans un contexte social et familial plus complexe que beaucoup ne l'imaginaient. La figure d'Aristote Onassis était déjà bien connue dans les cercles de la haute société européenne et américaine. Il avait bâti un empire maritime à partir de débuts modestes dans sa jeunesse pour l'un des hommes les plus influents de son époque. Il contrôlait une flotte qui sillonnait plusieurs mers, négociait avec les gouvernements, concluait des alliances avec des magnates du pétrole et de l'acier et conservait une capacité singulière à se mouvoir avec aisance parmi les personnalités politiques, les aristocrates européens et les célébrités culturelles. Sa renommée n'est pas seulement due à ses affaires, mais aussi à sa vie privée, qui comprend des romances très médiatisées, comme celle avec la célèbre soprano Maria Callas, et des amitiés qui s'entremêlent avec d'éminents noms de la scène internationale. Lee Radziwill, sœur cadette de Jacqueline Kennedy, était devenue l'un des fils qui reliait le cercle de la famille Kennedy au monde d'Onassis. Lee avait passé du temps avec le magnate grec à plusieurs à bord du luxueux yacht Christina, participant à des réunions avec des invités triés sur le volet. Artistes, exilés de la noblesse européenne, intellectuels de diverses nationalités. Cette proximité avec Onassis n'est pas qu'un simple caprice social. Les connexions personnelles peuvent apporter des avantages matériels, stratégiques ou symboliques. La presse internationale, bien que toujours attentive, reste floue sur la nature de cette relation. On murmure un flirt entre Onassis et Lee, mais rien n'est confirmé. À la fin de l'été 63, Jackie traverse une période de réel chagrin. Quelques semaines auparavant, elle a perdu son fils Patrick, né prématurément et décédé quelques heures plus tard. C'est un nouveau coup dur dans une vie qui, malgré l'éclat de la première dame des États-Unis, a déjà connu la tragédie. Jackie cherche la fuite, le silence, toute forme de soulagement émotionnel qui lui permettrait d'échapper au climat politique étouffant de Washington et à la surveillance des médias qui entourent ses moindres faits et gestes. C'est alors que Lee, tentant de lui remonter le moral, lui propose un autre refuge, passer quelques jours à bord du Christina, le yacht amiral d'Onassis, pour naviguer sur des eaux plus calmes, respirer un air non pollué par les rumeurs politiques et les attentes du public. Jackie a accepté sans se rendre compte que cette invitation pouvait être le prologue d'une histoire plus complexe. Elle monte sur le pont du Christina sans grandes attentes, avec une tristesse contenue. Elle y rencontre Onassis qui l'accueille avec un mélange de courtoisie et de curiosité. Il y a une attention lente, une façon d'observer Jackie sans la mettre mal à l'aise, en notant mentalement chaque geste, chaque silence, chaque regard vers l'horizon. Contrairement à comme les personnalités politiques que Jackie avait l'habitude de, Onassis ne semblait pas chercher à impressionner, mais plutôt à comprendre ce qui se cachait derrière cette silhouette énigmatique et ce visage célèbre dans le monde entier. À cette époque, sans scandale ni insinuation explicite, une histoire d'amour ne se dessine pas. Néanmoins, Onassis perçoit une autre lumière en Jackie. C'est une femme capable de garder sa dignité, même dans la douleur, sans tomber dans l'excès ou la théâtralité. Jackie, quant à elle, ne voit en Onassis qu'un homme riche et cosmopolite, propriétaire d'un environnement luxueux qui peut lui offrir un moment de tranquillité à l'abri des regards insistants de la presse américaine. En fait, après ce séjour, Jackie retourne à sa vie quotidienne et la situation politique autour de la famille Kennedy se poursuit. Lee reste en contact avec Onassis, mais Jackie retrouve la Maison Blanche et les devoirs inhérents à son statut de première dame. Personne, ni les protagonistes ni les témoins, n'aurait pu prévoir la tournure brutale que prendrait l'histoire peu de temps après. Le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy est soudainement assassiné
à Dallas. Avec sa mort, Jackie est plongée dans un cauchemar public. La veuve la plus emblématique du XXe siècle est exposée au chagrin devant des millions d'yeux. Le monde entier est témoin de son deuil, de son veuvage forcé par la violence politique, de son besoin de protéger ses enfants au milieu d'une tempête historique qui a redéfini le pouvoir aux États-Unis. À ce moment-là, cependant, personne n'imaginait que la graine semée pendant ces jours tranquilles à la Christina, lorsque Onassis et Jackie échangeaient des plaisanteries discrètes, se transformerait plus tard en l'une des liaisons les plus célébrées et les plus controversées de leur époque. On passe à la meilleure partie. Allez, on y va! Après l'assassinat de John F. Kennedy, Jackie est devenue un symbole du deuil national, mais aussi un centre d'attention constant. Les États-Unis et le monde entier l'ont observée avec empathie, chagrin et fascination. La veuve d'un président assassiné dans l'exercice de ses fonctions ne pouvait se déplacer sans que la presse n'enregistre chacun de ses pas. À cela s'ajoutent les pressions internes de la famille Kennedy, l'effervescence de la politique américaine et le souvenir des promesses brisées par la mort du président. Dans ce contexte, Jackie avait besoin d'air, d'un refuge et de la possibilité de sortir de la cage symbolique que les médias érigeaient autour d'elle. C'est dans ce contexte qu'Onassis réapparaît dans sa vie, cette fois avec plus de présence. Il ne s'agit plus d'une rencontre fortuite sur un yacht au cours d'un été européen. Le magnate grec, rompu aux tempêtes publiques et aux affaires diplomatiques, se présente comme un interlocuteur différent. Onassis a forgé sa réputation en naviguant en eau trouble. Il a négocié avec des dictatures, des monarchies, des sociétés pétrolières et des conglomérats. Il comprend le pouvoir, le façonne et l'utilise à son avantage. Pour Jackie, il semblait se présenter non pas tant comme un conquérant impulsif que comme un homme capable de se protéger, de se déplacer librement et de se soustraire aux regards qui dévoraient son intimité. L'attirance entre les deux ne s'est pas manifestée sous la forme d'une histoire d'amour tumultueuse, mais s'est développée au fil des mois, alimentée par des circonstances historiques et personnelles. Jackie était à la recherche d'un havre de paix qui lui permettrait de s'occuper de ses enfants loin du murmure constant de la politique et de la tragédie. Onassis a compris la valeur stratégique de sa proximité avec l'une des femmes les plus célèbres de la planète. Non seulement elle ajoute à son prestige social, mais elle lui permet aussi de se montrer comme un homme capable de garder un héritage. En s'associant à Jackie, il n'est pas seulement entré dans l'imaginaire américain, mais il a également renforcé sa propre image que beaucoup considéraient jusqu'alors comme simplement opportuniste, ambitieuse et froide. Au fur et à mesure que leur relation se resserre, la presse internationale se demande comment la veuve de Kennedy, icône de l'idéal politique américain, peut trouver du réconfort auprès d'un magnate grec dont la fortune s'est forgée en partie grâce à des affaires. Les premières pages spéculent sur un échange de faveurs symboliques. Jackie obtiendrait l'indépendance financière, la sécurité et un anonymat partiel, tandis que Onassis ajouterait à sa légende en gagnant cœur de la femme la plus regardée au monde. Les critiques ont parlé d'un mariage de convenance, d'un troc affectif. D'autres, plus compréhensifs, ont compris que tous deux avaient souffert et cherchaient peut-être quelque chose de plus profond chez l'autre, une compréhension mutuelle forgée par l'expérience de la gestion de pression redoutable. Mais qu'en pense la famille de Kennedy? La famille Kennedy, et en particulier des personnalités comme Robert Kennedy, a considéré la proximité entre Jackie et Onassis avec perplexité et dégoût. Pour les Kennedy, Onassis représente un univers étranger à l'épopée politique américaine. Sa relation avec Maria Callas, ses manœuvres commerciales et sa fortune colossale contrastaient avec l'idéalisme que la présidence de John F. Kennedy avait cherché à insuffler. Cependant, Jackie est libre de prendre ses propres décisions. Loin du centre politique, blessée par la perte de son mari, elle a le droit de trouver sa propre voie. Et Onassis lui offrait une échappatoire, des voyages loin des caméras indiscrètes, des résidences sur des îles privées comme Scorpiot, la possibilité d'élever ses enfants loin des références constantes à la tragédie de Dallas. Lorsque leur mariage est annoncé en octobre 1968, les réactions ne se font pas attendre. C'est l'union de deux mondes qui, jusqu'à récemment, semblait impensable. La cérémonie sur l'île grecque de Scorpios marque un avant et un après. Les critiques fusent aux États-Unis, où beaucoup considèrent ce mariage comme un outrage à la mémoire de Kennedy. En Europe, les élites
sont partagés entre fascination et méfiance. Onassis acquiert ainsi une aura quasi mythique, gagnant une place aux côtés de la femme qui incarne le deuil. Jackie, devenue Jackie Onassis, a brouillé les frontières entre la politique, le pouvoir, l'argent et la célébrité. La controverse, loin de se dissiper, perdure. Que cherchaient-ils l'un chez l'autre? Quelle était la véritable nature de cette attirance, née d'une tragédie et du besoin d'échapper à l'attention du public? La réponse se trouve certainement dans une intersection complexe de facteurs. Le chagrin de Jackie, le désir d'Onassis d'élever son statut au rang de légende, leur besoin de se protéger d'un monde qui les observe à la loupe. Dans ces circonstances, l'attirance ne pouvait être réduite à une simple fantaisie. Elle était tissée de bagages historiques, de pertes personnelles et de la promesse d'une stabilité précaire mais réelle. Voulez-vous vous marier? Saviez-vous qu'il y avait des infidélités? Après la liaison, la perception générale dans certains cercles sociaux était que Jackie avait trouvé une sorte de refuge pour échapper à la douleur et à la tension qui l'accablait à la suite de la tragédie. Beaucoup ont imaginé que l'île de Scorpio, les résidences en Europe et les séjours sur des yachts de rêve seraient le baume parfait. Mais derrière façades de marbre poli, les nappes de lin impeccables et les dîners éclairés par des lustres centenaires, une réalité bien plus complexe a commencé à se dévoiler. Au cours des premiers mois, Jackie a essayé de trouver la stabilité dans la routine. Elle se réveillait entourée de collections d'art exquises, appréciait les promenades sur le pont et la vue sur les eaux calmes. Le personnel de service avait la capacité d'anticiper ses moindres désirs matériels. Cependant, le confort extérieur s'est vite avéré n'être qu'un voile sur un territoire émotionnel difficile. Aristote, si magnétique et charismatique lors des réunions sociales, était aussi évasif. Il pouvait disparaître pendant des semaines sans autre explication qu'une affaire urgente. L'homme qui avait promis refuge et compréhension à la femme la plus surveillée du monde semblait plus à l'aise dans la distance que dans la proximité. Au fil du temps, Jackie découvre que la relation est peuplée d'absences et de gestes tièdes. La presse internationale, toujours avide de gros titres, décrit vie du couple comme une idylle indestructible. Mais les pages publiées sont des reflets partiels d'une histoire intime pleine de nuances douloureuses. Il y avait des salons aux tapisseries Renaissance qui témoignaient de longs silences le soir, lorsque Jackie attendait le retour d'Onassis alors que les heures s'égrenaient lentement. La lumière des lampes de table, faible et chaude, devenait la seule consolation face à son absence. À certains moments, Onassis invite de vieux amis, des collaborateurs et des célébrités. Ces banquets étaient des chorégraphies de luxe et de diplomatie, Jackie jouant le rôle de l'hôtesse parfaite, arborant un sourire impeccable qui masquait ses doutes. Lors de ces soirées, les rires d'Onassis résonnaient, ses anecdotes captivaient tout le monde et le charme qu'il dégageait rappelait au monde entier pourquoi il était vénéré en tant qu'homme d'affaires. Mais après le dernier toast, lorsque la nuit s'est achevée dans un silence pesant, il s'est évanoui dans d'autres espaces, dans d'autres histoires. De temps à autre, des nouvelles officieuses font état d'infidélité, de rencontres avec des femmes qui, loin du regard de Jackie, lui donnent ce dont il semble avoir envie. Jackie elle-même était confrontée au dilemme moral d'accepter ses comportements, de garder son sang-froid, de ne pas devenir un personnage de plus dans le répertoire des tabloïds qui aimaient tant le scandale. Les déceptions n'étaient pas toujours dramatiques, elles laissaient souvent entrevoir de subtils malaises, de petites fissures dans le quotidien. Onassis avait beau lui offrir des bijoux magnifiques, des robes exquises, des voyages de promotion dans des endroits presque inaccessibles à la plupart des mortels, sa présence humaine réelle, son regard sympathique, sa proximité émotionnelle brillait par leur absence. Malgré ses efforts, Jackie n'arrive pas à faire la part des choses entre son propre besoin d'affection et la carapace que son mari semble avoir érigée autour de sa vie. Aristote maîtrisait les marchés, les mers et les négociations internationales, mais la complexité d'une relation avec Jackie semblait être un défi que le magnate n'était pas prêt à relever en toute honnêteté. Les saisons passent, et avec elles, celle qui avait été le symbole d'une famille présidentielle mythique se rend compte que son statut auprès d'Onassis ne peut être défini en termes simples. Elle n'était pas seulement la victime d'infidélité ou la spectatrice passive des allées et venues de son mari. Jackie essayait à chaque lecture dans sa bibliothèque privée, à chaque conversation intime avec un ami de confiance, de
de comprendre les coordonnées émotionnelles de la vie qu'elle avait choisie. Elle avait fermé une porte sur le passé américain pour en ouvrir une autre sur l'opulence grecque, mais cette opulence ne lui apportait pas les certitudes dont elle pensait avoir besoin. Les jardins des villas qu'il habite deviennent des lieux de réflexion silencieuse. Il y contemple des fontaines avec des statues classiques et des fleurs venues de contrées lointaines. Que se passe-t-il dans la tête de Jackie? Jackie réfléchit aux décisions qui l'ont amené à ce moment précis. L'ombre de son mari plane sur chacun de ses mouvements, tandis que les ragots et les demi-vérités sont omniprésents dans les réunions d'été. Avec le temps, elle a compris que le mariage n'était pas une simple cage dorée, mais un labyrinthe complexe dans lequel elle devait apprendre à naviguer sans boussole. En surface, le monde voyait l'élégance, le pouvoir et la sécurité financière. Sous cette existence, Jackie menait des combats intimes pour ne pas se perdre. L'absence d'Onassis se fait sentir non seulement dans les ports vides, mais aussi dans l'intimité émotionnelle. Les exigences de l'homme qu'elle avait pour mari n'étaient pas claires. Ses priorités n'étaient pas clairement révélées et c'est elle qui devait gérer la frontière floue entre la femme qu'elle était et celle que l'opinion publique pensait qu'elle était devenue. Sans précédent, la mort d'Aristote Onassis en 1975 marque un tournant irrévocable dans la vie de Jackie. Après des années de hauts et de bas, d'absence et de tensions voilées, la disparition du magnate ouvre une nouvelle brèche dans la vie d'une femme qui doit une fois de plus redéfinir son parcours, cette fois sans les attentes d'un mari complexe, sans les pressions liées au maintien d'un équilibre précaire dans une relation qui n'a jamais vraiment fait preuve de fermeté. Au début, le monde observait avec curiosité et attente. Que ferait Jackie maintenant sans le parapluie économique et social qui l'entourait? Beaucoup pensaient que sous le manteau doré du veuvage, elle trouverait l'apaisement, mais la réalité était plus nuancée. Perdre Onassis signifiait non seulement se libérer d'un mariage marqué par les contradictions, mais aussi affronter le vide laissé par son départ. Il y a maintenant un vide imprévu, une sorte de silence encore plus grand. L'île de Scorpios ne reflétait plus le pouvoir d'un homme, mais l'absence retentissante du propriétaire de ses domaines. Pouvez-vous imaginer être veuf 2 fois? Au milieu de cette incertitude, Jackie s'est toutefois rendu compte qu'elle pouvait récupérer des fragments d'elle-même qui avaient été occultés dans les coulisses du mariage. Elle a commencé à reconfigurer son identité, non pas sous l'influence de la presse ou des élites, mais par impulsion interne. Le temps était venu de naviguer sans l'ombre d'une figure omniprésente. La question clé était de savoir comment y parvenir. Jackie savait que l'attention des médias se poursuivrait, que le monde continuerait à la chercher, essayant de lui arracher des aveux, des gestes et des déclarations qui mettraient en lumière les complexités de son passé récent. Mais cette fois, elle contrôlait son propre récit. La reconstruction n'a été ni immédiate ni simple. La perte d'Onassis implique aussi de réajuster sa relation avec la fortune qui a fait partie de sa vie pendant ces années, avec les propriétés, avec les amitiés qui gravitaient autour du couple. Jackie doit décider des chemins à suivre, de ceux à abandonner et de ceux à construire à partir de zéro. Elle tente de s'entourer de ceux qui comptent vraiment au-delà des intérêts économiques ou politiques. Son cercle devient plus discret, composé de personnes qui comprennent le besoin de silence, qui écoutent plutôt que de juger et qui respectent son besoin de se retrouver sans le bourdonnement constant de l'opinion publique. Pendant cette période, Jackie s'est souvent réfugiée dans la lecture, une passion qui l'a toujours accompagnée et qui est devenue un phare. Les livres sont des fenêtres sur des mondes différents, des lieux où les contraintes extérieures n'ont pas de poids. L'écrit lui permet de dialoguer avec des voix du passé, avec des auteurs qui ont exploré les méandres de la condition humaine. C'était un antidote à l'agitation extérieure, aux interprétations forcées que le monde tentait de lui imposer. À chaque page, elle trouvait un écho lointain de sa propre expérience, un moyen de sublimer la douleur, la perte et la confusion. Les années qui ont suivi la mort d'Onassis ont été un lent processus de distillation. Jackie filtre le superflu et le faux, embrassant l'authenticité que le mariage ne lui a jamais garantie. La liberté retrouvée ne signifie pas l'absence totale de souffrance, car le souvenir peut être amer. Cependant, il y a de la place pour une construction personnelle différente, loin des stratégies d'évitement auxquelles elle avait été contrainte. Elle avait désormais la possibilité de forger son propre récit, non pas par le biais de déclarations officielles ou d'événements sociaux, mais par le biais d'un silence et d'une introspection choisie. Malgré les efforts constants de la presse pour décortiquer ses moindres gestes,
reste, Jackie a appris à être prudente. Elle sait qu'elle n'a pas à satisfaire la voracité des médias, qu'elle n'a pas à justifier ses décisions aux yeux du monde. Sa priorité est de réorganiser sa vie de l'intérieur, de discerner les éléments de son passé à conserver et ceux à laisser dans le coffre du temps. La figure d'Onassis s'efface peu à peu, laissant derrière elle un héritage fait de biens matériels et de blessures invisibles. Ce n'est pas seulement l'épilogue d'un mariage controversé, mais le prologue d'une période où Jackie entend être le protagoniste de son propre destin. Tout cela est bien beau, mais qu'est-il advenu des enfants de Kennedy et d'Onassis? Ont-ils eu des enfants entre eux? La mort d'Aristote. Onassis a laissé un vide abyssal non seulement dans les coffres de famille ou dans les pages des journaux, mais aussi dans le tissu complexe qui reliait deux groupes d'héritiers appelés à s'affronter avec des regards tendus et des mots à demi prononcés. D'un côté, Caroline et John Jr., les enfants de Jackie Kennedy, qui, sans la figure colossale d'Onassis, doivent désormais évoluer dans un monde de silence et de distance. De l'autre, Christina Onassis, seule fille survivante du magnate depuis la mort de son frère Alexander en 1973, qui doit relever le défi titanesque de gérer l'héritage économique, la mémoire de son père et l'étrange relation qui la lie à la figure de Jackie. Rien n'est simple, les liens qui les unissent proviennent d'un mariage qui a été entouré de controverses et de rumeurs. Jackie, qui avait perdu son premier mari dans la plus violente des tragédies politiques, avait rejoint Onassis dans l'espoir de trouver un refuge loin du tourbillon médiatique. Mais le temps a prouvé que les mers entre la Grèce et les États-Unis étaient plus profondes qu'on ne l'imaginait. Aujourd'hui, Onassis mort, il reste sa fille Christina et Jackie, deux femmes aux forces et faiblesses différentes, aux intérêts contradictoires et aux blessures invisibles. Autour d'elle gravitera non seulement un héritage financier, mais aussi un héritage financier. L'histoire des enfants de Jackie, qui involontairement pris dans la dynamique d'une famille qui n'était pas la leur, est également étonnante. La relation entre Christina Onassis et Jackie n'a jamais été étroite. Avant la mort d'Aristote, Christina considérait Jackie comme une intruse, une présence gênante qui s'était introduite dans sa famille sans y être invitée. Il y avait des rumeurs, des chuchotements sur le pont des yachts, des rumeurs transmises entre les domestiques et les confidents occasionnels. Christina estime que Jackie ne fait rien d'autre que de s'approprier une partie de l'univers des Onassis qui n'est pas la sienne. Cette vision ne s'est pas améliorée avec le temps et la mort du patriarche renforçait le gouffre. Désormais, sans la figure conciliante, ou du moins modératrice d'Aristote, Christina devait affronter Jackie avec le regard froid de celui qui protège un héritage et se méfie de ceux qui pourraient le revendiquer. De son côté, Jackie se trouvait dans une situation complexe. Ses enfants, Caroline et John Jr., avaient observé depuis leur adolescence à quel point l'opulence des Onassis, leurs yachts, leurs demeures, leurs événements privés contrastaient avec la mémoire indélébile de la famille Kennedy. Maintenant qu'Onassis est mort, il reste à définir la place qu'ils occuperont dans la constellation familiale complexe. Aucun des enfants de Jackie n'avait l'intention d'usurper l'héritage des Onassis, mais le monde ne fonctionnait pas sur la base de ce qui était voulu ou non, mais sur ce que l'on craignait que quelqu'un ait l'intention de faire. Christina, gardienne de la fortune et de l'image de son père, ne pouvait être entièrement sûre des intentions de Jackie et de ses enfants, et cette méfiance colorait chaque conversation, chaque négociation, chaque nouvelle apparition dans la presse. L'atmosphère est celle de négociations subtiles, d'avocats au visage impénétrables qui vont et viennent entre New York et les bureaux européens, analysant les comptes, les successions, les trusts et les dispositions du testament d'Onassis. Des documents signés dans l'ombre, des liasses de clauses à interpréter minutieusement, des luttes pour des détails apparemment insignifiants comme la propriété d'un tableau ou l'accès à certains comptes bancaires suisses. Jackie n'avait pas l'intention de déclencher une guerre, mais elle ne voulait pas non plus quitter ce chapitre de sa vie sans ce qu'elle estimait être juste. Christina, quant à elle, était sous la pression de ses conseillers, de ses représentants et de sa belle famille qui cherchaient à protéger ses biens et ses droits. Chaque offre était soigneusement évaluée, chaque mot échangé par ses représentants était chargé d'une signification implicite que les deux parties comprenaient sans avoir à le dire explicitement. C'est toute une lutte, n'est-ce pas? Au beau milieu de ces joutes diplomatiques, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui, sans avoir pris la moindre décision pour arriver à ce carrefour, ont vu leur monde se redessiner.
Caroline, toujours discrète, a fait preuve d'une maturité digne de son héritage Kennedy en tentant de... Il a su comprendre les tensions sans perdre son sang-froid. John Jr., pour sa part, tournait autour de l'idée du passé glorieux de son père, John F. Kennedy, et du présent compliqué de l'héritage Onassis. Tous deux ont grandi en apprenant à résister à l'assaut des médias, en comprenant que chaque geste de la famille serait scruté par la presse internationale, et ils sentent que ce nouveau chapitre ne fera pas exception. La presse, avide de gros titres, commençait déjà à tisser des histoires avec leur nom, à proposer des récits qui les impliquaient dans des disputes internes, des luttes de pouvoir et des désagréments qui n'étaient pas toujours réels. Christina Onassis, quant à elle, porte le fardeau d'être la principale héritière d'un empire colossal qui comprend des compagnies maritimes, des propriétés immobilières et des alliances commerciales disséminées dans le monde entier. Sans son père, sans la figure charismatique qui négociait avec les chefs d'État et les magnates, elle devait prouver non seulement qu'elle était capable de gérer ses actifs, mais aussi qu'elle pouvait le faire sans permettre à d'autres de profiter de la situation. Jackie, sans être en concurrence directe pour le contrôle de la flotte ou des entreprises, possède la valeur symbolique incontestable de son nom de famille et le magnétisme qu'il continue d'exercer sur l'opinion publique. Christina ne veut pas devenir un personnage secondaire dans le scénario de Jackie et cette tension ne se dissipe pas au fil des mois. Il y avait un espace, une interzone dans laquelle les deux familles essayaient de se tenir à carreau. Elles pouvaient coïncider dans une réunion au milieu de négociations supervisées par une légion d'avocats et de comptables. Elles pouvaient maintenir une courtoisie polie, une conversation avec le minimum de mots nécessaires, une tasse de café servie sous l'œil attentif d'Dieu qui enregistrait chaque geste. Ils ne se criaient pas dessus et ne s'insultaient pas ouvertement car ils savaient que chaque action aurait des répercussions médiatiques et juridiques. Mais la gêne est palpable, comme un mur invisible qui s'élève entre les deux clans, séparant non seulement les intérêts matériels, mais aussi les attentes culturelles et affectives. Le souvenir d'Aristote Onassis, si vivant et omniprésent dans la vie, avait commencé à se fragmenter en interprétations concurrentes. Pour Christina, il était un père à honorer, un homme qui, malgré ses défauts, l'avait soutenue, avait veillé sur elle et dont le départ avait laissé une blessure ouverte. Pour Jackie, Onassis était l'homme qu'elle avait épousé pour se protéger et protéger ses enfants, cherchant une protection qui n'a peut-être jamais été pleinement réalisée. Ce mariage s'est achevé prématurément avec la mort du magnate, sans avoir consolidé les relations familiales qui auraient pu tisser un lien plus fort entre ses enfants et les enfants Onassis. Les négociations économiques sont bien sûr celles qui ont retenu l'attention de la presse et de l'opinion publique, mais elles ne se résument pas à de simples échanges de marchandises. Derrière chaque chiffre se cache une certaine méfiance, une fierté familiale, des peurs héritées. Il est question d'accords portant sur des millions de dollars, de paiements uniques, de conditions que Jackie pourrait accepter en échange de son maintien à distance, de clauses visant à éviter des réclamations futures. Christina gardant son pour préserver sa fortune et l'héritage de son nom de famille, il veille à ne pas concéder plus qu'il n'est nécessaire. Jackie, pour sa part, connaissait la valeur de son image, de sa présence dans la sphère publique et l'utilisait comme facteur d'équilibre. Pendant ce temps, Caroline et John Jr. se trouvent dans une situation difficile. Ils ne sont plus les enfants que l'on peut ignorer, mais ils n'ont pas non plus de pouvoir sur les décisions. Ils sont les témoins forcés des tensions entre leur mère et Christina. Ni eux, ni Christina ne pouvaient prétendre à une camaraderie sincère. Qu'est-ce qui pouvait les rapprocher? Elles venaient de mondes différents, avec des trajectoires familiales marquées par des tragédies, des morts prématurées et une exposition médiatique inhabituelle. Leur patronyme était à la fois des légendes et des poids morts, des chaînes invisibles qui les empêchaient de se comporter comme des gens ordinaires. Dans un autre contexte, ils auraient pu partager des confidences ou au moins trouver un fil conducteur pour se reconnaître comme héritiers d'histoires similaires. Mais ce contexte n'était pas propice à une empathie innocente. La rivalité
rivalité sourde entre Jackie et Christina infectait l'air, rendant impossible une relation détendue entre leurs descendants. Lorsque la presse, sans lésiner sur les sous-entendus, parle de trahison, d'agenda caché, magouille juridique, elle grossit souvent les détails, mais saisit l'essence d'une atmosphère irrespirable. Il y a eu des lettres officielles, des intermédiaires proposant des solutions de compromis, des tentatives de règlement à l'amiable. Il y a eu aussi des rejets, des propositions offensantes pour l'une des parties ou des conditions jugées impossibles à accepter. C'est un jeu diplomatique et psychologique où chaque regard silencieux a plus de sens qu'un discours enflammé. Finalement, des décisions ont été prises. Jackie a obtenu un accord financier qui lui a permis de se dégager des litiges les plus difficiles. Christina a pu affirmer sa position à la tête de fortune des Onassis sans être obligée de se plier aux pressions de la veuve de son père. C'est le genre d'arrangement qui laisse à chacun un goût amer, le sentiment que rien n'a été résolu par la proximité humaine, mais par la main implacable de l'opportunisme. Malgré cela, la conséquence pratique fut l'éloignement progressif des deux familles. Caroline et John Jr. ont grandi dans la discrétion, évitant de se mêler de la saga Onassis. Christina a poursuivi sa vie en essayant de surmonter ses propres difficultés, notamment une instabilité émotionnelle bien documentée, des mariages multiples et le défi de naviguer dans un monde des affaires complexes. La relation entre les enfants de Jackie et les enfants Onassis ne s'est jamais épanouie. Il en est resté une indifférence crispée et une série de rencontres superficielles qui semblaient plus le reflet d'une époque révolue qu'une véritable tentative de rapprochement dans le présent. Après le règlement, les deux familles se sont séparées, habitant des univers qui ne se touchent que dans les chroniques historiques et dans les spéculations de ceux qui tentent de comprendre la psychologie des héritiers forcés de vivre avec des héritages impossibles à ignorer. Les années ont apporté de nouveaux changements. Caroline se fraye un chemin en conservant la discrétion apprise à la maison. John Jr. tenta de tracer sa propre voie loin des intrigues du passé, bien qu'il n'ait jamais pu échapper au nom de sa famille, à la célébrité et à la tragédie. Christina a connu les tourments et la solitude et sa vie s'est achevée de manière inattendue à 88 ans. Rien de tout cela ne s'est déroulé dans le vide. Il y a toujours eu des échos, des témoins, des journalistes, des analystes qui ont essayé de trouver une leçon dans les contrastes dramatiques des noms Onassis et Kennedy. La vérité cependant, c'est que cette relation, ce lien artificiel qu'un couple marié avait tenté de forger n'avait pas la cohésion nécessaire pour tenir sans la figure d'Aristote. Aujourd'hui, ceux qui se penchent sur ces pages oubliées de l'histoire familiale se demandent s'il aurait pu en être autrement. Y aurait-il eu une compréhension plus humaine si Onassis avait vécu, si Christina avait fait confiance à Jackie, si les différends avaient été réglés par une conversation franche plutôt que par des légions d'avocats? Cette histoire, comme tant d'autres, ne laisse pas de réponse claire. Seuls les échos de négociations tendues, d'héritages contestés et de deux lignées condamnées à l'inconfort mutuel après le départ de l'homme qui, bien que distant et complexe, a été la seule force qui les a un jour soutenus sous un même toit. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez connaître d'autres épisodes et secrets de ces personnages qui ont marqué une époque, n'oubliez pas de soutenir ce contenu en laissant votre like et en vous abonnant à notre chaîne. Vous pourrez ainsi continuer à explorer les facettes moins connues des grandes figures en découvrant que derrière les paillettes des patronymes légendaires se cache toujours un conflit humain plus complexe que ce que le monde imagine.